Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la saison de webinaire organisée par la chaire Agriculture biologique, cette saison 2023-2024 qui porte essentiellement sur les travaux scientifiques, de recherche, les projets exploratoires sur l'agriculture biologique qui sont à l'œuvre actuellement à Bordeaux Sciences Agro. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le troisième et le dernier projet exploratoire commandité par la chaire Agriculture biologique qui porte sur le potentiel de stockage de carbone dans les sols conduits en bio en Nouvelle-Aquitaine. C'est une commande que nous avons réalisée auprès des étudiants en spécialité agroécologie et gestion des ressources. L'idée, c'était de traiter une question qui a été identifiée en lien avec un thème très fort, très important, qui porte sur la fertilité des sols. Et je vais donc tout de suite leur passer la parole. Ils vont présenter leurs travaux durant une grosse demi-heure, petite quarantaine de minutes. Ils nous dédieront, comme d'habitude, la fin du temps qui nous est imparti aux échanges de questions et de réponses. Pour faciliter la remontée des questions, je vous invite au fil de la présentation à faire remonter vos questions dans la rubrique questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et n'hésitez pas à les compléter au fur et à mesure pour qu'on puisse les intégrer sur la dernière partie de ce webinaire. Je laisse tout de suite la parole à Suzanne et ses collègues. Bonjour à tous. Donc, comme expliqué par Pauline, nous sommes 5 étudiantes de Bordeaux Sciences Agro, Suzanne, Alexiane, Lucie et Tanguy. Et nous avons travaillé sur le stockage de carbone en grande culture en agriculture biologique avec le cas d'étude du Poitou-Charentes. La présentation va suivre un plan typique, introduction, matériel et méthode, résultats et enfin la discussion. Avant de commencer, l'ensemble des notions que l'on va mentionner dans cette partie introduction sont connus de la plupart d'entre vous. On a choisi quand même les définir afin de s'assurer qu'on parte tous avec les mêmes bases. On va donc parler de changement climatique, de comment se situe le bio par rapport au stockage de carbone, des processus derrière le stockage de carbone, et on commence avec le cycle du carbone. Donc, le carbone suit un cycle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de nouvelles atomes de carbone, mais un passage de molécule en molécule dans différents réservoirs. À l'échelle planétaire, on a 4 réservoirs que sont l'atmosphère, la biosphère, le sol et l'hydrosphère. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est donc le compartiment du sol, l'interaction entre l'atmosphère et le sol, mais plus particulièrement le compartiment du sol, où on va avoir un potentiel stockage de carbone via le processus d'humidification. Et ce cycle est déséquilibré, comme peut nous le montrer l'Observatoire de Mauna Loa à Hawaï, qui mesure et enregistre les concentrations atmosphériques de CO2 depuis le début du XXe siècle. Et comme le montre ce graphique, cette concentration est en augmentation et cette augmentation est forte et constante. Et cette augmentation est due aux activités humaines liées à la combustion d'énergie fossile, qui représente chaque année l'émission de 9,4 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. La déforestation, elle, représente 1,5 milliard de tonnes de CO2 émis. Et d'un autre côté, on a le compartiment végétal et l'hydrosphère qui sont capables de stocker une partie du carbone présent dans l'atmosphère, mais ils ne contrebalancent pas l'ensemble des émissions liées aux activités humaines. Ce qui fait que chaque année, c'est 4,7 milliards de tonnes de CO2 qui vont venir s'ajouter au stock déjà présent dans l'atmosphère. Et donc, cette augmentation de la concentration du CO2 engendre le réchauffement climatique, impactant les forêts, les glaciers, mais également les activités humaines, comme par exemple l'agriculture. Et donc, comme expliqué précédemment, les émissions mondiales annuelles sont estimées à 9,4 gigatonnes d'équivalent CO2, et les stocks de carbone dans les sols mondiaux sur les 2 premiers mètres sont estimés à 2400 gigatonnes d'équivalent CO2. Si on fait le rapport entre ces deux valeurs, on obtient une valeur de 4 pour 1000,
d'où l'initiative qui porte le même nom, 4 pour 1000, initiative portée par la France lors de la COP 21, selon laquelle si on arrive à augmenter le stockage de carbone d'un rapport de 4 pour 1000 dans les sols agricoles, on arrivera à contrebalancer les émissions mondiales annuelles de 9,4 gigatonnes d'équivalent CO2. Cela est valable si et seulement si il y a arrêt total de la déforestation. Donc, l'agriculture peut être solution pour limiter l'impact du réchauffement climatique en mettant en place un certain nombre de pratiques qui permettraient d'apporter davantage de carbone dans les sols. Et donc, du coup, depuis tout à l'heure, on parle de stockage de carbone, mais qu'est-ce que le stockage de carbone? Pour comprendre comment cela fonctionne, on peut le voir comme un flux. Et donc, au début, il y a un stock initial qui va être influencé par des entrées, donc des apports de biomasse, mais également des sorties via la minéralisation. Et donc, ici, les entrées sont équivalentes aux sorties. Et on dit que le système est donc à l'équilibre, ce qui fait que le stock est constant. À savoir qu'on parle de stock lorsque le carbone a un temps de résidence suffisamment long pour considérer comme tel. Maintenant, si les entrées sont très importantes comparées aux sorties, on va avoir des apports de biomasse conséquents qui ne pourront pas être directement minéralisés et ils vont donc être humifiés et constituer un stock. Ici, le système est donc stockant. À l'inverse, si les entrées sont faibles, peu d'apports de biomasse et qu'il y a une très forte minéralisation, les apports de biomasse vont être directement minéralisés et ne pourront pas constituer un stock. Ici, le système est déstockant. Et quels sont les processus derrière ce stockage? J'ai pris l'exemple d'une culture de blé. Donc après récolte, on va avoir les résidus de culture et les racines de la culture qui vont être restitués au sol. Et cette matière organique, constituée à 55% de carbone, va être dégradée via l'activité biologique des micro-organismes. Une partie de cette matière organique va être minéralisée et participer au recyclage des nutriments. Il va y avoir émission de CO2, mais une autre partie va être humifiée, c'est-à-dire stockée. Et donc, on a deux types de carbone humifié. Un carbone humifié qui va provenir de matière organique facilement dégradable, qui va être dégradé au bout de plusieurs mois. On parle alors de carbone labile. Mais il y a un autre carbone humifié qui, lui, va être provenir de matières organiques qui sont plus compliquées à dégrader, comme par exemple de la matière organique de la lignine, lignifiée, pardon, et qui va être dégradée au bout d'un certain nombre de décennies, voire de siècles. On parle de carbone stable. Et c'est ce carbone stable que l'on souhaite favoriser lorsqu'on parle de stockage de carbone en mettant en place un certain nombre de pratiques. Et donc, dans la littérature, on a identifié 5 pratiques qui permettaient d'apporter davantage de carbone en apportant de la biomasse supplémentaire. Ces 5 pratiques sont les cultures intermédiaires, les résidus de culture, les produits organiques, l'agroforesterie et les prairies. Et d'un autre côté, il y a le climat et le type de sol, qui sont des facteurs qui vont influencer les sorties de carbone, c'est-à-dire qui vont influencer la minéralisation. Et donc, en tant qu'humain, il semble compliqué d'influencer de modifier le climat et le type de sol. Donc, en ayant l'objectif d'augmenter le stock de carbone dans les sols, on va surtout se concentrer sur le fait d'augmenter les apports de biomasse et donc les entrées de carbone en mettant en place ces pratiques, en favorisant ces pratiques. Et donc, qu'en est-il de l'agriculture biologique? Donc, de par ces pratiques, l'agriculture biologique semble être favorisée. Je pense notamment à l'intégration de cultures intermédiaires, à l'apport de produits organiques, etc. Par rapport au conventionnel, du coup, pardon. Et donc, du coup, je vais vous présenter une méta-analyse qui compare différentes pratiques au conventionnel par rapport à leur capacité de stockage de carbone. Donc, une méta-analyse, pour remettre dans le contexte, c'est une analyse de publications scientifiques sur le même sujet, ici le stockage de carbone. Donc, on voit bien sur le graphique qu'il y a un ensemble de pratiques. Je ne vais pas passer pratique par pratique, on va se concentrer seulement sur le bio, mais si vous avez d'autres questions sur les autres pratiques, on pourra y revenir au moment des questions. Et donc, on voit bien que en 0, c'est la référence, le conventionnel.
Et si on regarde la moyenne de l'agriculture biologique, en moyenne, l'agriculture biologique stocke davantage de carbone que le conventionnel. Mais les auteurs, dans cette méta-analyse, nous renseignent sur le fait que les stocks de carbone étaient très variables en fonction des pratiques. Par exemple, s'il y avait fertilisation ou non, ou alors irrigation ou non. Et il y a encore que très peu d'études qui sont menées sur le stockage de carbone en agriculture biologique. Et donc, le sujet mériterait d'être creusé pour valider ou non les résultats de cette méta-analyse. À retenir de cette partie introductive, le cycle du carbone est déséquilibré par les activités humaines. Augmenter les stocks de carbone dans les sols avec un rapport de 4 pour 1000 nécessite d'apporter davantage de biomasse. Et donc, dans la littérature, il y a 5 pratiques qui sont identifiées comme permettant d'apporter plus de biomasse. Ce sont les cultures intermédiaires, les produits organiques, la restitution de résidus de culture, l'agroforesterie et les prairies. Et bien que le bio semble être favorisé par rapport au conventionnel, on manque de références dans la littérature sur le stockage de carbone dans les sols en agriculture biologique. Et c'est pourquoi nous nous sommes posé la question avec mes camarades de quel est le potentiel de stockage en grande culture biologique. Donc cette question que nous nous sommes posée, je vous propose de présenter à présent les méthodes qu'on a employées pour y répondre. Et donc pour vous présenter la méthode et un peu le cheminement intellectuel, on va repartir de la question justement. Et si vous regardez donc cette problématique, il y a trois gros blocs qu'on doit définir ou préciser. Le premier, c'est le stockage de carbone qui a été défini précédemment en introduction par Suzanne. Et les deux autres, c'est donc Poitou-Charentes et potentiel. Alors, Poitou-Charentes, pour nous, c'est assez important de le préciser parce que ça fixe une entrée spatiale pédoclimatique importante pour notre étude. Et le dernier bloc, donc potentiel, on a choisi de le définir comme les possibilités agronomiques qui sont donc ici à opposer ou en tout cas qui excluent la faisabilité technico-économique. Et donc, dans notre exposé, il n'y a pas de réflexion sur les filières ou le coût, la rémunération et ainsi de suite pour les agriculteurs. Voilà. C'est la première échelle qu'on définit, c'est celle du Poitou-Charentes. La seconde, c'est celle du système de culture, qui est plus large que la rotation culturale. Donc, par rapport à la rotation culturelle, on va intégrer en plus toutes les opérations, le semis, le travail du sol, la fertilisation, l'irrigation, et ainsi de suite. Et donc, nous, on a réfléchi à l'échelle du système de culture en agriculture biologique à l'échelle spatiale du Poitou-Charentes. Alors, les trois outils principaux qu'on a mobilisés dans notre travail, c'est d'un côté une étude bibliographique qui nous a permis d'avoir des références et d'engager des comparaisons pertinentes sur quelles sont les pratiques à mobiliser, quels sont les objectifs pertinents agronomiquement, et ensuite tout un tas de données pour la modélisation. Le second outil qu'on a mobilisé, c'est la co-conception, où on a fait appel à l'expertise d'agriculteurs qui viennent justement du territoire qui nous intéresse. Et donc, ces agriculteurs volontaires nous ont permis d'avoir des systèmes de culture qui sont spécifiques à des pédoclimats. Et enfin, tout ça nous a permis d'utiliser notre troisième outil, qui est la modélisation. Et donc là, on a utilisé le logiciel Simeos AMG, qui a donc été créé par AgroTransfert. C'est aujourd'hui le modèle qui fait le plus consensus sur le stockage de carbone. Et il modélise de manière dynamique le stock de carbone sur 30 ans et sur 30 cm. Alors, ce que je vous présente là, donc, c'est un graphique qui ressemble aux sorties qu'on a par Simeos AMG. Donc, il représente le stock de carbone sur 30 cm en fonction du temps. Et le bout du graphique, c'est 30 ans. Donc, par rapport à ce graphique, si vous regardez et que vous faites la différence entre le stock de carbone au départ et le stock de carbone à la fin, vous avez ce qu'on appelle un bilan de stockage net. Dans le cas présent, il est positif, mais si la courbe était inversée, il serait négatif. Alors, nous, pour notre exposé, on a décidé de ne pas réfléchir avec simplement un bilan de stockage net, puisque l'objectif, c'était d'avoir un potentiel et le bilan en tant que tel ne permet pas de l'avoir. Et donc, on a préféré réfléchir avec un delta, qui nous donne donc le stock additionnel à 30 ans avec un changement de système de culture, où on a comparé deux systèmes de culture, un système de culture initial, ici en vert,
qui est censé être représentatif de la situation actuelle en bio sur le Poitou-Charentes, et un système innovant qui est censé être plus performant par rapport au stockage de carbone, où on aura mobilisé tous les leviers qui ont été présentés, notamment dans la partie introductive. Et donc, on fait la différence entre les bilans de stockage net de ces systèmes à 30 ans, et on obtient ce qu'on a appelé dans notre exposé un delta. À savoir, point important, que ces systèmes, on les a couplés par type de sol pour avoir quelque chose qui est cohérent du point de vue agronomique et du point de vue voilà, de la pédologie. Si on reprend un peu tout ce que je vous ai expliqué, on a les 3 étapes principales dans l'ordre chronologique: l'étude biblio, la co-conception et la modélisation. Donc d'abord, l'étude biblio nous a permis d'identifier les pratiques stockantes comme expliqué dans l'introduction et des objectifs qui sont pertinents agronomiquement. Et d'un autre côté, on est allé puiser notamment dans les données du programme Rotabé des systèmes de culture type. Les pratiques stockantes et les objectifs nous ont permis d'organiser une journée de co-conception avec des agriculteurs volontaires qui, grâce à leur expertise, ont permis de concevoir des systèmes de culture innovants qui permettent de stocker le carbone, mais également de nous renseigner sur des systèmes initiaux qui, aujourd'hui, peuvent être pratiqués sur le terrain. Nous avons utilisé ces 2 données pour réaliser des modélisations à partir de CIMOS AMG. Et à l'issue de ces modélisations, comme je disais, on a eu une évolution des stocks de carbone sur 30 ans et sur 30 cm. Donc ça, c'était des bilans. À partir de ça, on a réalisé des calculs pour avoir le delta. Et en parallèle, on a calculé par système de culture et par pratique le carbone qui était apporté dans ces systèmes de culture, ce qui nous a permis de répondre à 3 questions principales. La première, quelles sont les possibilités? Donc là, il y a plutôt un volet, on va dire, pédologique. En fonction du sol, quelles sont les possibilités de stockage? Et on a 2 autres volets qui sont plus orientés pratiques culturales. Quelles sont les pratiques les plus efficaces? Et finalement, est-ce que l'agriculture biologique est un atout pour le stockage du carbone? Alors, sur la modélisation, donc je le dis, le premier aspect, c'était l'évolution des stocks, qui nous a permis de calculer un delta initial versus innovant, donc un potentiel, une évolution. On a également réalisé une analyse multivariée, qu'on détaillera plus tard, ainsi qu'une analyse de sensibilité pour évaluer l'impact de la variabilité pédologique, ce qui nous a permis, in fine, d'avoir un ordre de grandeur du potentiel à l'échelle du Poitou-Charentes. Et de l'autre côté, le carbone apporté dans le système de culture nous a permis d'effectuer une analyse pratique par pratique et une estimation pour chaque système de culture. Donc, pratique par pratique, c'est celles qui ont été définies dans la partie introductive. Point important, ça fait 2 diapos que je vous parle de carbone apporté, mais c'est pas exactement ça. Donc, le carbone apporté, en fait, c'est pas tellement ce qu'on a considéré, mais on a plus parlé de carbone humifié, parce que quand vous apportez du carbone frais, en fonction de l'espèce considérée, il y a une partie de ce carbone qui va se transformer en humus et c'est variable. Donc, nous, on a parlé plutôt de carbone humifié pour avoir plus de précision. Donc maintenant, on va aborder les résultats. Cette partie, elle va se dérouler en 3 parties. Donc la première, on a voulu vérifier l'influence du coup des pratiques et du type de sol sur le stockage de carbone. La deuxième partie, ça vous présentera une étude de cas. Et la troisième partie, on a essayé de généraliser tout ce qu'on aura vu dans les 2 premières à notre étude. Donc on commence par la première. Quelle est l'influence des pratiques et du type de sol sur le stockage de carbone? Donc, on a identifié plusieurs pratiques, culture principale, les produits résiduaires organiques, couverts intermédiaires, prairies et agroforesterie comme étant des leviers pour stocker le carbone. Du coup, ça répond à 2 questions. Quelles sont les pratiques les plus stockantes et comment on les modélise sur AMG? Donc, pour devancer toutes les questions sur le travail du sol, la littérature, elle ne donne pas de consensus sur l'effet ou non-effet du travail du sol sur le stockage de carbone. Et le modèle AMG, qui se base sur la littérature, ne tire pas également de conclusion là-dessus, donc ne montre pas d'effet. Donc, pour les graphiques qui suivent, on aura toujours le carbone humifié apporté par le type de pratique. Donc ici, ça va être le type de culture principale qu'on pose sur notre culture. Donc là, on a des valeurs de rendement moyen en agriculture bio. Le vert clair, ça va être tout ce qui est part de paille exportable. Donc, c'est ce qu'on va perdre en fait si on exporte les pailles.
Et le vert foncé, c'est ce qui va rester, donc le carbone dans tous les cas qu'on conserve. Donc c'est du carbone humifié. Et donc ça, ce sont des estimations qu'on a fait grâce à la bibliographie et au logiciel, enfin aux modélisations que nous avons faites sur AMG. Et on constate que les trois cultures principales qui stockent le plus, ça va être le sorgho, le maïs grain et le colza l'hiver, enfin qui vont apporter le plus de carbone humifié. Si on passe au pro apporté, donc c'est pour 1 tonne de pro apporté en matière brute, on constate que c'est le compost de déchets verts qui va apporter le plus de carbone humifié, puisque ça va être de la biomasse verte et qu'elle va être facilement dégradable. Ensuite, on a du fumier d'ovin en seconde position, puisqu'il est préalablement digéré, donc facilement humifiable. Et en troisième position, on a le compost de fumier équin qui est très pailleux et qui va être composé de beaucoup de paille, avoir beaucoup de mine qui est difficilement dégradable, donc on va avoir beaucoup de carbone. Ensuite, on a regardé par rapport aux prairies. Donc, la littérature nous disait qu'on avait à peu près 1 tonne de carbone humifié apporté par an. Sauf que dans AMG, on ne peut pas le modéliser directement. Donc, on fait un équivalent Régra ou Luzerne. On voit que c'est quand même sous-estimé. Donc, on sait que ce sera une source d'erreur dans notre étude. Ensuite, si on regarde par rapport au mélange en culture intermédiaire, donc effectivement, si notre rendement est faible, on va avoir moins de carbone apporté par la culture, et plus il est fort, plus on va avoir de carbone apporté. Et ça va de 0,2 à 0,8 tonnes de carbone organique par hectare et par an. Si on s'intéresse à l'agroforesterie, donc on ne peut pas le modéliser sur AMG. Donc ce que nous apporte la littérature, c'est qu'on stocke à peu près 0,3 tonnes de carbone par hectare et par an, et que c'est un résultat qui est plutôt récent, qui n'est pas encore vérifié à large échelle parce qu'on n'a pas beaucoup de recul dessus. Et il va être dépendant du type de sol, de l'essence des arbres, ainsi que de l'âge. Finalement, si on regarde donc l'effet du type de sol sur le stockage de carbone, donc là, on va avoir le stock de carbone en fonction du temps. Donc, ça va être l'évolution du stock de carbone par rapport à différents types de terres. Donc, ce sont des données qu'on a prises issues d'une base de données qui s'appelle Type Terre. Et en fait, on voit qu'il y a quand même des différences de stockage. Par exemple, sur les terres de croix moyenne ici en rose, on voit que le système sera déstockant, alors que si on regarde le système en vert ici, ce sera les argilo-calcaires profonds, il va être plutôt stockant. Et je ne vous ai pas dit, mais c'est sur un même système de culture. Donc ensuite, on a voulu voir plus précisément quels sont les paramètres du sol qui vont influencer le stockage de carbone. Donc, on a fait varier ces paramètres de plus ou moins 20%. Et donc, ce qu'on constate, c'est que le taux d'argile et le CaCO3 vont être plutôt favorables au stockage de carbone, puisqu'en effet, si on regarde sur ce petit schéma, on va faire augmenter cette partie-là en bleu et cette partie-là en jaune, ce qui va permettre de fixer plus de cette partie-là, de ce petit rond vert qui va être équivalent au carbone. Donc, plus on en a, en gros, plus on va pouvoir stocker de carbone. Et finalement, si on regarde le pH, donc plus il va être... Donc là, on était parti sur une base de 5,9. On l'a fait varier de plus ou moins 20%. Et si forcément le pH augmente, il va plutôt favoriser la minéralisation et donc faire perdre du carbone. S'il est acide, au contraire, on va défavoriser la minéralisation et on va stocker du carbone. Par rapport aux éléments grossiers, si on le diminue de 20%, on va avoir plus de masse de terre, donc plus de carbone. On va maintenant passer à une étude de cas pour faire exemple de tout ça, pour illustrer. Donc,
On s'est basé sur un type de sol spécifique, les terres argilo-calcaires profondes. Donc, il a des caractéristiques propres à lui. Donc, il a un taux d'argile qui est plutôt élevé. Donc, ce qu'on a vu, c'est que c'était plutôt favorable au stockage de carbone. En revanche, il a un pH à 7,2, un C sur N 15,2 et un taux de matière organique plutôt haut. Donc, ce qui va favoriser la minéralisation. Et ensuite, on a un indicateur qui est le pourcentage de matière organique sur le taux d'argile. Donc ça, c'est issu des travaux de Monsieur Pascal Boivin. Et en fait, ça va traduire l'état de la structure du sol. Et on a un optimum à 17%. Et on dit qu'en moyenne, le sol, il est bien si on est aux alentours de 12. Donc là, on va avoir un potentiel important puisqu'on est à 9%. Donc ensuite, ça, c'est les systèmes de culture que nous avons co-construits avec les agriculteurs. Donc à gauche, ici, vous avez le système initial. Donc, on constate qu'il y a 3 couverts intermédiaires, 3 apports de fertilisants organiques, pas d'exportation. Et si on compare par rapport au système innovant qu'on a co-construit avec eux, on va avoir une implantation d'une luzernière de 3 ans, une implantation d'une culture de sorgho qui, je vous le rappelle, était dans le top 1 de carbone initié apporté, et des associations de culture. Donc là, pareil, on n'a pas d'exportation et pas d'apport de matière organique, de fertilisants organiques. Et si on regarde du coup les résultats, donc toujours le stock, l'évolution du stock en fonction du temps, donc jusqu'à 30 ans, on constate déjà que globalement, nos courbes, elles vont vers le bas, donc nos systèmes sont déstockants. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre le système initial en vert et le système innovant en rouge, on a un delta qui est égal à 1,09, donc plutôt positif. Ça veut dire qu'on a amélioré le stockage de carbone avec notre système innovant. Et si on va regarder dans le détail, donc ça, c'est le carbone humifié apporté en fonction de chaque année culturelle, donc un rectangle, une année culturelle. Ensuite, on a en marron tout ce qui est apporté par les fertilisants organiques. On a tout ce qui est en vert apporté par les cultures intermédiaires et en jaune par les cultures principales. Et on regarde qu'en moyenne, sur toute la rotation, on va avoir un carbone humifié à 0,61, donc tonnes de déchets organiques par an, et la minéralisation à 0,77. Donc voilà, notre système, il est clairement déstockant. Et si on compare par rapport à notre système innovant, donc même chose, sur toute cette rotation, on a un carbone humifié moyen à 0,82 et une minéralisation à 0,77, ce qui veut dire que là, notre système, il tend plutôt à l'équilibre, puisqu'il va stocker un tout petit peu. Et ça a été grâce à la mise en place d'une luzernière, des associations de culture et de la mise en place du sorgho ici. Même si les fertilisants organiques n'ont pas du tout été utilisés pour cette rotation. Je vais passer la parole à mon collègue pour le suite des résultats. Donc, dans cette troisième sous-partie, on va s'intéresser à la généralisation des résultats obtenus, c'est-à-dire à savoir si est-ce que lorsqu'on change nos pratiques, on peut réellement augmenter la quantité de carbone humifié en ce qui concerne les cultures intermédiaires ou les fertilisants organiques. Donc en fait, on va faire une rétrospective de nos résultats et on va se poser notamment 2 questions principales. La première, ça va être de savoir s'il y a des facteurs qui jouent davantage vis-à-vis du stockage de carbone que d'autres. Donc nos facteurs pour chacun de nos systèmes innovants ou initiaux, ils vont concerner le sol. Donc ça va être évidemment le pH, le taux d'éléments grossiers, le taux de calcaire, le taux d'argile, ou des facteurs concernant nos pratiques culturales. Alors pour ça, on a 4 facteurs. La fréquence des prairies ou luzernières dans la rotation. Le carbone, on a recalculé le carbone humifié apporté par les cultures principales dans notre rotation, le carbone humifié apporté par nos cultures intermédiaires et notre carbone humifié apporté par les fertilisants organiques.
On a donc comparé tous ces facteurs au bilan de stockage de carbone. Et la deuxième question, c'est est-ce que nos systèmes innovants, ils diffèrent vraiment de nos systèmes initiaux dans leur pratique agronomique et dans quelle mesure? Donc pour ça, on va généraliser ce qui s'est passé dans les résultats qu'on a eu dans l'étude de cas. On a donc 20 systèmes, 10 initiaux et 10 innovants. Concernant nos résultats, on a mis en place une analyse multivariée, donc une ACP, une analyse en composantes principales, afin donc de tester nos hypothèses. Nos hypothèses étant que si l'on augmente le carbone émissier par nos cultures, par nos changements culturaux, par exemple davantage de restitution de nos cultures principales, changement des cultures, par exemple vers du sorgho, on en a parlé. On s'est dit que ça allait augmenter le bilan de stockage de carbone. Et c'est le cas. On a un coefficient de corrélation donc de 0,72, il est significatif. Donc plus on apporte du carbone émissié par notre culture principale, plus on augmente le bilan de stockage net. De même, plus on apporte des fertilisants, plus on augmente notre bilan de stockage net. À noter que le facteur donc carbone émissié par la culture principale, il est prépondérant par rapport au carbone émissié apporté par les fertilisants organiques. Par contre, on n'a pas pu mettre en évidence qu'un facteur du sol précis, comme le pH ou la quantité d'argile, il augmentait le bilan de stockage net. Cela dit, le type de sol, lui, il a un lien très fort sur le bilan. Concernant la deuxième question, donc c'était de savoir si en fait nos systèmes innovants, ils sont réellement plus efficients vis-à-vis du stockage de carbone. Pour cela, on a fait différents graphiques de comparaison. Donc, je vous rappelle ce qu'est le delta. On va en parler tout de suite. Donc, le delta, c'est la différence entre de stockage de carbone à 30 ans entre un système innovant et un système initial. Et donc, on a calculé le delta pour chacun de nos couples de systèmes. On a donc 10 points noirs sur le graphique. Le losange, ça va être la moyenne et les barres, ça va représenter la variation de nos mesures. On obtient en fait entre nos systèmes innovants et initiaux un delta d'environ 2,2 tonnes de carbone par hectare. Donc ça nous rassure, ça renforce nos résultats parce qu'on a un delta qui est donc positif. Nos systèmes innovants stockent plus que nos systèmes initiaux. Cela dit, il est très variable. Donc il y a une tendance des systèmes innovants à être plus stockants. En plus, donc ça c'est un nouvel élément, c'est que par contre, si le delta de stockage il est positif, tous nos systèmes en général sont déstockants. Et on verra pourquoi par la suite. Mais on va continuer cette comparaison entre systèmes initiaux et innovants. Donc pour cela, je vous présente deux graphiques. Donc en bleu, ça va être le système innovant et en rouge, ça va être le système initiaux. Ça va être la comparaison des entrées de carbone par les pros et les différences de fréquence d'implantation de prairies ou de luzernières. Donc, on constate qu'il y a peu de différence d'apport de pros. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté dans nos journées de co-conception, qu'il y avait peu d'augmentation et ce sera à évoquer dans notre partie prochaine, limite et discussion sur notre partie. Excusez-moi, c'est trop vite. Et on a par contre davantage de prairies de luzernières dans nos systèmes innovants. Donc, les points majeurs à retenir de cette comparaison, c'est qu'on n'a pas de distinction sur l'apport de carbone émissier apporté par les pros, puisqu'on ne change pas en fait cette pratique. Par contre, on implante plus de luzerne et de prairies. On a un peu plus de carbone émissié par nos cultures intermédiaires et un peu plus de carbone émissié apporté par nos cultures principales. Maintenant, je vous ai dit, donc nos systèmes innovants, ils stockent davantage, mais tous nos systèmes, ils sont déstockants. Et donc, on a en fait comment dire ça? On a recalculé le delta pour chaque type de sol. Et en fait, on a des deltas, donc des potentiels de stockage pour chaque type de sol. Donc un delta entre système innovant et initial pour, par exemple, les terres de Groix ou les limons bornais, les limons sableux. Et on obtient des deltas de stockage assez différents, donc un potentiel de stockage du carbone différent à 30 ans pour chaque type de sol. Par exemple, pour les terres de Groix superficielles, il est assez important, donc 4,91 tonnes de carbone par hectare, et pour les argiles de calcaire profondes, il est plus faible. Cela étant dit, s'il y a une grande variabilité, en termes de surface, c'est relativement homogène, c'est-à-dire qu'on a fait des groupes entre nos deltas.
Et donc, on voit qu'une grande part de nos sols ont des deltas entre 2 et 4. Donc, ces valeurs, elles sont pas indicatives, c'est simplement des résultats de notre recherche. C'est simplement pour montrer que le potentiel de stockage en Poitou-Charentes, en général, avec nos travaux, il est entre 2 et 4 tonnes de carbone par hectare. Les sols en gris foncé sont les sols qu'on n'a pas étudiés dans nos recherches. Pour conclure, sur cette partie résultat, on a un delta de stockage entre nos systèmes innovants et initiaux positif de 2,2 tonnes de carbone par hectare à 30 ans et sur 30 cm. C'est important de le rappeler. Il est variable et il a été mis en place grâce à des pratiques stockantes. Donc, nos systèmes innovants, ils sont réellement plus stockants grâce aux pratiques. Et ces pratiques, ce sont la restitution des résidus, la mise en place de couverts, les mises en place de prairies linéaires. Par contre, en ce qui concerne les fertilisants organiques, ils n'ont pas été mobilisés dans les pratiques innovantes. Donc, il y a une grande variabilité donc, de ces deltas de stockage en fonction du type de sol, dû à ses caractéristiques propres. Pardon. C'est-à-dire le taux de matière organique et les facteurs influençant la minéralisation, comme le pH, l'argile, le calcaire. On va maintenant essayer de remettre plus en perspective ces résultats et d'essayer de voir les généralisations et les limites possibles à notre étude. Donc, dans un premier temps, quand on regarde la teneur initiale en carbone dans les sols en Poitou-Charentes, on voit qu'il y a une forte disparité des teneurs existantes. Donc, il y a des différences à apporter selon la localisation des parcelles sur le territoire. Et les dynamiques et les objectifs devront être réfléchis en fonction des teneurs initiales qui ne sont pas identiques sur le territoire. De même, en regardant le rapport entre la matière organique et l'argile, on voit aussi une disparité en fonction des types de sols. Comme on l'a dit précédemment, l'optimum étant à 17%, on a déjà des sols qui sont à cet optimum, tandis que d'autres sont ont des pourcentages fortement éloignés. On peut supposer donc que les objectifs ne seront pas les mêmes. On cherchera dans certains cas un maintien de cette structure et de cet optimum, tandis que d'autres, on peut tenter d'atteindre cet optimum en fonction des pratiques qui seront appliquées. Si on regarde plus précisément les pratiques, on semble distinguer des pratiques plus avantageuses. Néanmoins, comme on l'a dit précédemment, et je rappuie cet élément important, c'est que le rendement et les doses apportées influencent fortement les effets de ces pratiques. Par exemple, ici, le compost de déchets verts apparaît comme étant la pratique la plus avantageuse pour stocker du carbone. Néanmoins, ici, on apporte une dose de 30 tonnes et cette dose est à lisser sur l'ensemble de la rotation, car c'est généralement un apport qui s'effectue une fois pour, par exemple, une raison économique ou simplement pour des raisons agronomiques qui montrent qu'un apport de cette teneur est effectué une seule fois en général lors des rotations. Donc ici, ce résultat est à nuancer, de même que la prairie qui est ici, ainsi que l'agroforesterie, apparaissent comme des leviers peu intéressants. Néanmoins, il s'agit de cultures pérennes, donc elles vont avoir un apport qui est constant et l'agroforesterie est associée avec une culture principale qui va elle-même aussi apporter du carbone. Ensuite, si on regarde plutôt les limites qu'on a pu rencontrer lors de notre étude, tout d'abord, le stockage de carbone, c'est un sujet relativement récent, avec de nombreuses incertitudes qui persistent, en particulier sur la profondeur qui est considérée, qui est dans le cadre de Simeosa MG de 30 cm, ou alors des masses minérales qui sont comparées, par exemple dans la méta-analyse que l'on a pu considérer en introduction, les masses n'étaient pas forcément tout le temps équivalentes dans les différentes études. Donc, est-ce que ces comparaisons sont pertinentes? De même, il y a certaines simplifications qui sont faites par un souci de représentativité de ces mécanismes avec des coefficients qui sont utilisés et qui simplifient fortement les dynamiques qui existent dans les sols
actuellement. Si on se penche plus précisément sur la profondeur de sol étudiée, dans le cadre de Cimeos, on s'intéresse donc à une profondeur de 30 cm. Néanmoins, dans le cadre de toutes les cultures qu'on peut implanter, il y a un stock de carbone qui s'effectue sur l'ensemble de la profondeur d'enracinement. Donc, même pour une culture principale, on peut atteindre jusqu'à 1 mètre de profondeur. Et en particulier, dans le cadre de l'agroforesterie, on voit que les profondeurs de stockage de carbone peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Et donc, on peut remettre en question le fait de se limiter à uniquement une profondeur de 30 cm, étant donné que même jusqu'à une profondeur de 50 cm, on a un stockage plutôt intéressant dans le cadre de certaines pratiques. Ensuite, on peut également questionner la représentativité des systèmes que nous avons pu étudier. Dans le cadre du Poitou-Charentes, on voit qu'il y a environ 54% de la surface en agriculture biologique qui est destinée aux grandes cultures. Et dans ces 54%, il y a une grande majorité de céréales qui est implantée. Dans le cadre de nos systèmes initiaux, on avait effectivement une majorité de systèmes avec une majorité de céréales dans nos rotations, donc ce qui est plutôt cohérent avec les systèmes présents actuellement sur le territoire. Et de même, on a remarqué qu'il y avait moins de la moitié des systèmes qui incluaient des luzernières ou des prairies temporaires, ce qui montre que c'est un levier qui peut être mobilisé dans plusieurs des systèmes étudiés. Ensuite, on peut questionner également le logiciel que nous avons utilisé pour modéliser nos systèmes. D'après la littérature, l'agriculture biologique permet de stocker plus de carbone par rapport au conventionnel. Néanmoins, dans Cimeos AMG, on avait quasiment systématiquement un déstockage qui était présent. Et on peut peut-être se questionner sur le fait que l'agriculture biologique, dans le cadre de Cimeos AMG, est simulée comme un conventionnel à faible rendement, et donc des spécificités ne sont peut-être pas prises en compte dans ce logiciel. Par exemple, dans le cadre de l'agriculture biologique, on a pu remarquer dans plusieurs études assez récentes qu'en agriculture biologique, il y avait plus de racines dans ce genre de système. Et en complétant ces informations par d'autres études aussi récentes qui indiquent que le carbone apporté par les racines a un temps de résidence plus long, on peut envisager le fait que l'agriculture biologique puisse apporter plus de carbone par ses racines et donc compenser les faibles rendements qui sont modélisés dans Cimeos. Et peut-être donc que l'agriculture biologique a effectivement un potentiel de stockage intéressant, ce qui sera intéressant de voir dans des références qui vont probablement sortir dans les prochaines années, étant donné que c'est un sujet encore relativement récent. C'est donc le manque de références qui nous a poussé à nous poser la question de quel est le potentiel de stockage en grande culture biologique. Après une analyse bibliographique, on a co-conçu, comme expliqué, des systèmes de culture qu'on a par la suite modélisés pour estimer leur potentiel de stockage. Les leviers stockants identifiés dans la littérature ont été intégrés au système de culture innovant qu'on construit. Et bien que dans l'ensemble, les systèmes de culture initiaux et innovants soient déstockants, si on regarde seulement les systèmes de culture innovants, on peut voir qu'ils ont un bilan de stockage net en carbone supérieur aux systèmes de culture initiaux, démontrant l'intérêt des leviers dits stockants mobilisés dans ces systèmes de culture innovants pour stocker davantage de carbone. Et donc, apporter de la biomasse apparaît comme un levier majeur pour augmenter le stockage du carbone. Mais on a également un autre facteur, le type de sol, qui va venir influencer le stockage. Et selon le type de sol, on va avoir des enjeux différents, comme par exemple l'augmentation ou le maintien du stock en fonction du rapport MO sur argile. L'agriculture biologique diffère du conventionnel par un nombre de prairies plus important, une fréquence d'intégration de culture intermédiaire plus fort et l'apport de matière organique via les pros, qui sont des leviers qu'on a identifiés comme stockants. Et donc,
Cependant, d'un autre côté, l'agriculture biologique a des rendements plus faibles que le conventionnel et donc va apporter de la biomasse de manière moins importante que le conventionnel. Et donc c'est pour ça que la question du stockage de carbone en agriculture biologique doit continuer à être creusée. Les travaux scientifiques doivent continuer d'être réalisés pour essayer de comprendre davantage les mécanismes sous-jacents au stockage de carbone, mais également au stockage de carbone en agriculture biologique. Et donc, quelles sont les perspectives suite de cette étude? Avec un peu plus de temps, on aurait aimé réaliser des bilans de carbone complets à l'échelle des exploitations en intégrant du coup les émissions liées aux utilisations des machines agricoles, d'électricité ou d'intrants, afin de valider les leviers qu'on a intégrés au système de culture innovant dans leur globalité. On aurait également aimé analyser la faisabilité économique des systèmes construits afin de s'assurer que les leviers intégrés, pardon, n'allaient pas engendrer un coût supplémentaire pour leur mise en place. Et également, pourquoi pas creuser vers une problématique d'avenir qui est les crédits carbone. Et enfin, des projets pour aller plus loin. Le consortium AMG a prévu, pendant la période 2024-2027, de mettre en place un projet nommé AMG Lab, qui a pour but d'intégrer les prairies au logiciel Simios AMG. Et on a également le diagnostic Act FNAB, qui est porté par les conseillers du réseau. Et c'est un diagnostic gratuit pour réaliser des bilans carbone sur les exploitations en agriculture biologique. Et donc, le but, c'est rendre accessibles les bilans carbone aux exploitations menées en agriculture biologique, mais également de créer de la référence pour continuer la recherche sur le stockage de carbone en agriculture biologique. Merci de votre attention et maintenant, place aux questions. Merci beaucoup à tous les 5 pour cette présentation très claire. C'est vrai qu'un petit peu long, mais il nous reste un petit quart d'heure pour vous poser des questions. Et pour l'instant, il y en a pas trop de toute manière, mais je rappelle à nos auditeurs de ne pas hésiter du coup à poser leurs questions dans la rubrique Q et R, enfin questions et réponses qui se situe en bas de votre écran. Il y a une première question qui porte sur les graphiques que Lucie a présentés tout à l'heure sur la manière dont vous avez calculé les apports de carbone en fonction des cultures principales. Et du coup, peut-être que vous pouvez repréciser sur quelle base vous avez fait ces choix de culture. Et la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que vous avez aussi réalisé des mesures ou des estimations sur du lin? Alors, c'est marqué lin oléagineux, ceci dit. Donc, comment vous avez sélectionné ces cultures principales? Ces cultures-là, c'est celles qu'on pouvait voir dans nos systèmes quand on les a co-conçus avec nos agriculteurs. Du coup, c'est principalement ceux-là qu'on a sélectionnés. Et puis, elles sont également disponibles. Oui, et puis, c'est aussi par rapport à la bibliographie qu'on avait et à ce qu'on pouvait avoir via le logiciel AMG aussi. Donc, c'est surtout resserré en fait sur les cultures principales qui sont a priori mobilisées sur la zone d'études sur laquelle vous avez conçu ce projet. Ça marche, merci. Alors, sur la comparaison, quand vous mettez en perspective vos résultats à la fin par rapport au système conventionnel, est-ce que vous prenez en compte dans le bilan les matières carbonées nécessaires à la synthèse de l'azote chimique? Non. Non, parce que tu veux bien, ouais. On ne prend pas en compte ce carbone parce que on s'est concentré sur le stock de carbone et donc on n'a pas fait de bilan et ça ne rend donc pas en compte dans notre étude. Ok, très bien. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, mais moi j'en ai au moins une à vous poser. Pourquoi est-ce que vous avez le choix, pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ne pas considérer les aspects technico-économiques, d'autant plus que vous avez réalisé du coup le design de ces systèmes innovants
en vous appuyant sur l'expertise d'agriculteurs, est-ce qu'il n'y a pas un biais à ce niveau-là et comment vous avez géré ça? Alors, pour le choix de notre définition du potentiel, en fait, on s'est longtemps posé la question et il y avait des débats assez vifs, mais on s'est dit d'un côté que considérer simplement les potentialités agronomiques, c'était assez intéressant parce que on pouvait s'affranchir de tout un tas de conditions qui peuvent être très variables à l'avenir et en même temps, ça nous donne le potentiel maximum en fonction des pratiques justement qu'on peut mettre en place. Euh, et d'un autre côté, on s'est dit que bah, potentiellement, si demain il y a plus de crédits carbone qui sont mis en place, il y a des filières semences qui s'intègrent, c'est assez compliqué à prévoir. Et donc, peut-être que à l'avenir, en fonction des conditions socio-économiques, on va dire, ça, ça va se mettre en place. Donc pour nous, c'était d'un côté assez compliqué à évaluer et en même temps, c'était pas forcément très pertinent, on va dire, puisque justement, ce qu'on visait, c'était un potentiel et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire au maximum du point de vue agronomique. Et par rapport à cette faisabilité technico-économique, je vous renvoie à un travail qui a été réalisé par nos camarades de la filière Green, dont la restitution est disponible sur YouTube, sur la chaîne de l'agriculture biologique, où eux, de leur côté, ils ont été regarder en fait la disponibilité en matière azotée pour l'agriculture biologique. Donc ça, c'est peut-être un éclaircissement que vous pouvez aller chercher sur la faisabilité technico-économique. Nous, on s'est dit que c'était mieux de le mettre de côté pour avoir justement ce potentiel maximum. Et si je peux rajouter quelque chose, lors de l'atelier de co-conception avec les agriculteurs, on leur avait demandé de justement pas prendre en compte cet aspect économique. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que naturellement, je pense, cet aspect économique, ils l'avaient en tête et donc ils n'ont pas proposé des systèmes des cultures qui ne pouvaient pas être total en rupture du système actuel. Et du coup, est-ce que vous considérez que vous avez, avec ces systèmes-là, pu estimer le potentiel agronomique maximal de stockage de carbone sur cette zone d'étude dans ces systèmes de culture? Moi, je dirais que non, parce que naturellement, encore une fois, les agriculteurs ont mis en place des leviers qui avaient un sens agronomique. Par exemple, si on avait vraiment voulu caractériser le potentiel, on aurait pu chaque année mettre 30 tonnes de déchets verts, mais enfin mettre, c'est pas nous qui allons pouvoir faire, c'était les agriculteurs, mais naturellement, c'est pas quelque chose qu'ils ont mis en place. Et d'un autre côté, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, bah, les prairies, on l'a dit, sont probablement sous-estimées. Donc, c'est des chiffres qui sont indicatifs, qui sont pas à prendre au pied de la lettre. Et ce qu'on a cherché à voir, c'était qu'est-ce qu'on peut faire qui soit agronomiquement cohérent, quoi. Ok, merci. Il y a une remarque, question. Vous n'avez pas parlé d'élevage. Alors, vous avez parlé des fumiers tout à l'heure pendant votre présentation. La place de l'élevage dans les systèmes bio, elle est spécifique, elle est même quasi indispensable. Quelles ont été les raisons de cette non-considération de l'élevage dans votre question? C'est surtout principalement parce que notre échantillon d'agriculteurs ne comportait pas beaucoup d'éleveurs. En l'occurrence, il y en avait qu'un, c'est ça? Oui. Non, mais qui était là à la journée d'animation. Et donc, c'est surtout pour ces raisons-là. Cette étude était sur les grandes cultures. Oui, et notre étude est sur les grandes cultures, mais un éleveur peut aussi faire des grandes cultures. Oui, et même pour finir, Siméo AMG, il simulait assez mal ce qui est pâturage sur le logiciel. Voilà. Ok. Merci, Tanguy. Il y a une remarque d'une personne que vous connaissez bien, qui vous a dispensé un cours sur l'utilisation du logiciel AMG, qui est Jean-Christophe Mouny. Du coup, je vous lis son retour. Il revient sur le projet AMG Lab et précise qu'il compte également s'intéresser aux coefficients d'allométrie en agriculture biologique, en plus des prairies, afin de combler les lacunes en référence pour le modèle AMG dans ce genre de système.
C'était peut-être pour compléter Les perspectives. Suzanne sur les perspectives. Une autre question, le changement climatique est susceptible de mettre les stocks de carbone organique des sols en péril. Est-ce que vous pensez que ces stocks sont mieux préservés dans les systèmes en bio par rapport aux systèmes conventionnels? Et si oui, pour quelles raisons? Vous avez 4 minutes. Ok. Alors, en termes de référence sur les futurs impacts climatiques sur les cultures, nous, on n'a pas, pour être honnête, on n'a pas du tout étudié ça. Il y a des projets qui ont lieu, si vous voulez. Il y a notamment le Climator, qui est un projet mené par l'INRA sur l'impact du changement climatique sur les futures pratiques culturelles à l'avenir. Nous, les hypothèses qu'on peut avoir, je sais pas si vous en avez là. Si tu as une hypothèse, vas-y, dis-la, hein, Lucas. Mais ce que vous dites sur le fait que les stocks de carbone sont mis en péril, le principal facteur que je vois, c'est la diminution des rendements dû notamment à la disponibilité en eau. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, surtout en agriculture biologique, qui est très dépendante des conditions climatiques. Euh, Maintenant, est-ce que l'agriculture biologique se débrouille mieux ou moins bien? C'est assez compliqué de répondre à l'heure actuelle parce que, comme on l'a évoqué dans la partie limite, il y a plein de facteurs qui sont assez mal évalués. Euh, il me semble que c'est principalement du fait que c'est un système qui est biologiquement un peu plus complexe, notamment tout l'apport de carbone qui est lié aux adventices et justement à ce facteur d'allométrie là. Donc, c'est le rapport entre les parties aériennes et souterraines. Et c'est assez compliqué, il me semble, d'évaluer comment se comporte une plante dans le cas d'une carence, que ça soit en azote ou en eau. Est-ce que justement l'agriculture biologique va se retrouver avec des plantes qui ont beaucoup plus de racines dans des cas de stress ou pas? C'est une question à laquelle il est assez compliqué de répondre. Maintenant, par rapport à tous les leviers qu'on a évoqués, euh, pour ce qu'on a pu voir, l'agriculture biologique en mobilise plus et particulièrement ce qui est sur les prairies et sur l'agroforesterie, les couverts végétaux aussi. Euh, il me semble que l'agriculture biologique est en théorie au moins assez bien armée pour protéger ses stocks de carbone, même si elle a des rendements plus faibles. Donc, il n'y a pas de réponse claire à l'heure actuelle, mais bon, il y a un potentiel quand même pour l'agriculture biologique. Merci. Et qu'est-ce que vous pensez de la méthanisation et le retour des digestats sur les sols? Sur cette question de stockage de carbone. On a eu l'occasion de faire plusieurs sorties et d'aller visiter plusieurs méthanisats. Après, c'est vrai qu'on n'a pas lu spécifiquement d'études sur les digestats et sur leur retour au champ. Mais il semblerait que le fait que la matière soit déjà prédigérée, ça va, comment dire, être plus facilement mobilisable par les plantes. Donc, potentiellement, ce serait bénéfique. Voilà. Vous avez d'autres... Il y a un point aussi qui est essentiel sur les digestats, et on a eu l'occasion avec la spécialisation d'aller en rencontre du comifère, où il y avait justement un exposé sur les digestats. C'est que on peut pas parler de digestats au sens large comme ça. Il y a une énorme variabilité dans les amendements et ce qui va être amené au sol en fonction du type de digesteur et de méthaniseur. Donc, on peut pas parler de digestats au sens large sans aller dans le précis. Et après, sur les impacts sur le sol, c'est assez flou pour l'instant. Si mes souvenirs sont bons, il y a un impact a priori un peu négatif sur la flore du sol. Mais dans mes souvenirs, c'est pas flagrant. Mais après, c'est un sujet qui est très récent, donc on a peu de recul en fait. Maintenant, tous les agriculteurs avec lesquels on avait parlé disaient qu'il n'y avait pas d'évolution sensible sur que ce soit leur rendement ou les variables pédologiques, quoi. Et donc, dans la continuité de cette question, l'utilisation de déchets de cuisine, de table, la question porte sur l'intérêt de travailler avec des bokashi. Est-ce que c'est quelque chose on s'éloigne peut-être un peu En fait, des leviers que vous avez analysés, en tout cas avec ce logiciel? c'est pas une question qu'on a étudiée, mais le fait d'apporter de la matière organique qui vient d'ailleurs, ça va forcément ajouter de la matière organique dans notre sol. Donc,
forcément, enfin, je vois pas d'effet négatif là-dessus, mais voilà, en termes de carbone. Après, pour le reste, il faudrait qu'on ait un peu plus de recul. Merci beaucoup à tous les cinq. On va s'arrêter là puisqu'on arrive au terme de cette heure de webinaire. Il y a une dernière question qui demande s'il sera possible d'avoir le support de votre présentation. Je me permets de répondre à votre place. La réponse est oui. On se chargera de le faire dans les prochains jours. Et comme d'habitude, cette présentation sera rediffusée sur la chaîne YouTube de la chaire Agriculture biologique, sur laquelle sont retrouvés également les autres webinaires de cette saison. Donc, je vous remercie à nouveau tous les cinq pour cette présentation, pour l'effort de vulgarisation que vous avez fait pour jouer cet exercice de la restitution sous forme de webinaire. Et puis, je vous remercie plus largement pour tout le travail que vous avez réalisé. Donc, là, je le fais au nom de la chaire et de ses mécènes. Et merci beaucoup pour votre engagement depuis le mois de septembre pour avoir pris soin aussi des relations avec nos partenaires dans le cadre de ce projet. Je remercie également nos auditeurs qui ont suivi cette présentation. Je vous donne rendez-vous dès à présent pour le jeudi 4 avril. On va complètement changer de sujet puisqu'on parlera de la compatibilité entre la responsabilité sociétale des entreprises et l'agriculture biologique. Donc, c'est un vaste sujet et sur lequel on fera intervenir deux scientifiques de Bordeaux Sciences Po qui sont Benoît Grossior et Stéphanie Pérez. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Si vous m'aurez écouté.